Pendant 27 ans, Melinda Gates a vécu aux côtés de l'un des hommes les plus puissants et les plus riches de la planète. Elle apparaissait calme et posée sur les photos publiques se tenant à ses côtés sur les tapis rouges et les scènes internationales. Elle a aidé à diriger l'une des plus grandes fondations philanthropiques du monde, tout en élevant 3 enfants, loin des regards. De l'extérieur, sa vie semblait ordonnée, privilégiée et inébranlable. Pourtant, dans 2020 et 1, elle a pris une décision qui a stupéfié presque tous ceux qui pensaient comprendre son monde. Elle s'en est allée. Le divorce a provoqué une onde de choc dans les milieux d'affaires, les institutions philanthropiques et les médias du monde entier. Le règlement annoncé à 76 milliards de dollars est instantanément devenu l'une des séparations les plus coûteuses de l'histoire. Les murmures ont suivi comme toujours. Les gens ont spéculé sur les actions de Bill, ses associations passées et les erreurs longtemps évoquées. Mais Melinda n'a pas répondu. Elle n'a pas offert d'explication ni tenté de façonner le récit. Elle a choisi le silence et pendant des années, ce silence a été plus éloquent que n'importe quelle déclaration. Puis en 2025, à l'âge de 60 et 1 an, elle l'a enfin brisé. Lorsqu'elle parlait, ses mots étaient mesurés mais indubitablement lourds. Elle a décrit une rencontre qui a eu lieu en 2013, un moment qui l'a laissée physiquement malade et émotionnellement ébranlée. Elle a parlé de vérités qui ont été retenues de mensonges qui ne sont pas arrivés d'un seul coup, mais se sont accumulés lentement s'empilant les uns sur les autres jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. Et pour la première fois, elle a ouvertement admis la véritable raison de son départ. Ce qu'elle a révélé a recadré tout ce que les gens pensaient savoir sur son mariage, sa patience et son point de rupture. Bien avant de devenir Melinda Gates, avant la fondation Les Gros Titres et l'influence mondiale, elle était Melinda Ann French, née le 15 août, 1964, à Dallas, au Texas. Sa vie s'est déroulée dans un foyer où la structure et la curiosité étaient soigneusement équilibrées. Deuxième d'une famille de 4 enfants, elle a grandi dans une famille qui valorisait l'éducation, l'effort et la responsabilité. Son père était un ingénieur aérospatial dont le travail a contribué aux missions Apollo qui ont envoyé les Américains sur la Lune, un fait qui l'a discrètement impressionné sur la puissance de l'ingéniosité humaine. Sa mère est restée à la maison non par passivité, mais comme une force constante qui a façonné les routines quotidiennes, les attentes et l'ancrage moral. Leur foyer était stable, chaleureux et plein de bonnes intentions. La famille vivait confortablement, mais sans excès. Son père a compris très tôt qu'élever 4 enfants signifiait penser à l'avenir. À la fin des années 1970, il a commencé à investir dans des immeubles locatifs afin de garantir les frais de scolarité de chacun de ses enfants. Ce qui a commencé comme un plan financier est rapidement devenu une entreprise familiale. À l'âge de 10 ans, Melinda tenait déjà un pinceau apprenant que la contribution comptait quel que soit l'âge. Les week-ends n'étaient pas réservés aux seuls loisirs. Ils étaient occupés à repeindre les murs, à récurer les sols, à réparer ce qui était cassé et à apprendre comment le travail reliait l'effort à la récompense à long terme. À mesure que l'entreprise de location se développe, ses responsabilités augmentent. À 12 ans, elle gère des tâches comptables simples, manipulant des chiffres que de nombreux enfants ne rencontrent jamais avant l'âge adulte. Chaque appartement nettoyé représente de l'argent économisé pour l'éducation. Chaque registre équilibré renforce l'idée qu'une planification minutieuse peut façonner les opportunités futures. Sans cours magistraux ou leçons formelles, elle absorbe la discipline naturellement. L'indépendance est devenue instinctive bien avant qu'elle n'en ait le langage, et cette structure interne a continué à se solidifier à mesure qu'elle avançait dans l'adolescence. À la même époque, une présence inattendue fait son apparition dans le foyer. Son père ramène à la maison un ordinateur Apple II sorti quelques années plus tôt qui va tranquillement changer le cours de sa vie. À 14 ans, elle commence à l'utiliser pour suivre les dossiers de location, mais bientôt le curseur clignotant devient plus qu'un outil. Il devient une invitation. Elle apprend à taper elle-même des commandes, répétant des séquences jusqu'à ce que les programmes répondent exactement à ce qu'elle voulait. À une époque où très peu de filles étaient exposées au codage, elle trouve du réconfort dans la logique des machines. L'ordinateur ne juge pas,
Il ne se soucie pas de son âge ou de son sexe. Il ne répond qu'à la clarté et à la structure, et elle aime cette simplicité. Pendant des heures, elle écrit de petits programmes conçus pour résoudre des problèmes pratiques. Grâce à ce processus, elle commence à penser que la technologie peut mettre de l'ordre dans la complexité, qu'elle peut aider à donner un sens à un monde chaotique. Cette conviction la suit à l'Académie des Ursulines, où elle s'inscrit en 1978, L'environnement académique met les élèves au défi sans relâche, et elle s'épanouit sous cette pression. Elle excelle dans toutes les matières, en particulier les mathématiques et les sciences, et ses professeurs reconnaissent rapidement sa concentration et son sérieux. Ursuline a été l'une des premières écoles du Texas à intégrer des ordinateurs dans ses cours, une décision qui allait définitivement façonner son avenir. Les cours d'informatique étaient à la fois passionnants et intimidants. Chaque projet exigeait de la précision et de la persévérance, l'entraînant plus profondément dans un domaine qui lui semblait déjà familier. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme en 1982 en tant que major de promotion, elle avait plus que des notes exceptionnelles. Elle avait la certitude grandissante que la technologie définirait l'avenir et qu'elle voulait contribuer à le façonner. Peu après, elle a pris son premier emploi rémunéré pour donner des cours particuliers de mathématiques et de programmation à des élèves plus jeunes. Au début des années 1980, il était rare de voir des jeunes femmes enseigner le codage, mais elle se tenait avec assurance devant des élèves en difficulté, expliquant la logique et la syntaxe pour 5 $ de l'heure. Si le salaire était intéressant, l'expérience elle-même s'est avérée encore plus précieuse. Enseigner a aiguisé sa pensée, renforcé sa confiance en elle et révélé à quel point elle aimait aider les autres à surmonter des concepts difficiles. Lorsqu'elle est arrivée à l'université Duke en 1982, ses leçons l'ont accompagnée. Elle est entrée dans des salles de classe où elle était souvent l'une des seules femmes à étudier l'informatique. L'environnement semblait différent, plus bruyant, plus agressif. Les étudiants masculins parlaient sans hésitation et le changement a été immédiat. Lors d'un des premiers cours, le professeur a présenté un langage de programmation qu'elle n'avait jamais rencontré. Le doute a vacillé brièvement, mais il ne s'est pas installé. Elle s'est poussée plus fort à étudier plus longtemps et s'est adaptée plus rapidement. En 1986, elle obtient sa licence en informatique et en économie. Un an plus tard, à tout juste 23 ans, elle décroche son MBA. Ces années lui ont appris à rivaliser dans des espaces où elle était sous-estimée, à faire confiance à son intelligence et à persister sous la pression. Son lien avec Duke est resté fort, puisqu'elle a été membre du conseil d'administration de 1986, à 2003, Ces stages ont encore affiné sa voix. Elle a passé 2 étés chez IBM où elle a acquis une expérience directe des opérations technologiques à grande échelle. Le travail était exigeant, les attentes élevées, et les femmes occupant des fonctions techniques étaient encore rares. Elle a appris comment les logiciels étaient construits en collaboration, comment les équipes fonctionnaient et comment la stratégie comptait autant que le code. Vivant modestement dans des dortoirs pendant ces étés, elle a imaginé l'avenir qui se dessinait devant elle avec de plus en plus de clarté. Après son 2e stage, IBM lui a proposé un poste à temps plein. C'était un choix sûr, prévisible et sécurisé. Pourtant, lors de son dernier entretien, son responsable de recrutement a fait quelque chose d'inattendu. Il lui a suggéré d'envisager Microsoft, une entreprise plus petite, aux ambitions audacieuses. Ce conseil l'a déstabilisé. Déménager à Seattle et repartir à zéro lui semblait risqué. Mais ce n'était pas le confort qu'elle recherchait, c'était la croissance. En 1987, elle décline l'offre d'IBM et rejoint Microsoft. Avec le recul, elle décrira plus tard cette décision comme celle qui a tout changé. Elle arrive en août de cette année-là en tant que chef de produit de 23 ans, armée d'un nouveau MBA et d'une détermination tranquille. Ses premiers travaux se concentrent sur les produits multimédia, une frontière technologique émergente. L'un de ses premiers grands projets, Cinemania, lancé en 1992, est un guide cinématographique sur CD-ROM qui combine des anecdotes, des informations sur les acteurs et des fonctions interactives, comme la plupart des consommateurs n'en ont jamais vu. Le produit s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires la première année, prouvant que le contenu numérique pouvait être à la fois utile et attrayant. Ce succès a contribué à établir sa crédibilité au sein de l'entreprise. Peu après, elle a dirigé l'équipe à l'origine d'Encarta lancée en 1993,
Il est devenu l'une des encyclopédies numériques les plus influentes de son époque, mêlant texte, images, audio et vidéo en une seule plateforme. En 1995, il s'était vendu à plus d'1 million d'exemplaires, devenant un élément essentiel dans les foyers et les salles de classe du monde entier. Bien avant que son nom ne devienne indissociable de la philanthropie du pouvoir et de l'un des divorces les plus suivis de l'histoire moderne, Melinda French était déjà en train de construire, d'apprendre et de se préparer tranquillement à une vie bien plus grande que quiconque n'aurait pu le prédire. Les écoles l'ont adoptée, les ordinateurs du monde entier l'ont portée, et elle a guidé chaque étape du processus de la conception au contenu, en passant par la façon dont les utilisateurs interagissent avec lui. Encarta, lui, a montré à quel point une technologie bien exécutée pouvait être puissante. Parallèlement à ses projets, elle a géré des produits tels que Publisher Bob Moneyworks et les parties multimédia de Word. Chaque projet comportait ses propres défis. Microsoft Bob est devenu son projet le plus difficile. Bob a essayé de rendre les ordinateurs plus conviviaux en utilisant une interface de maison virtuelle, mais le matériel de l'époque n'était pas prêt pour cela. Le programme a connu des difficultés et a été abandonné, mais elle a tiré des leçons précieuses de cette expérience. L'échec ne l'a pas diminuée. Au contraire, cela l'a rendue plus forte et plus disposée à essayer des idées audacieuses. Au début des années 1990, elle est devenue directrice générale des produits d'information, dirigeant des équipes de plus de 100 personnes et menant des innovations qui ont permis à Microsoft d'atteindre une part de marché de près de 90% dans le domaine du multimédia. Son leadership a aidé l'entreprise à devenir une force mondiale. Ses décisions ont façonné des logiciels utilisés dans les foyers du monde entier et sa réputation s'est développée discrètement mais régulièrement. En 1996, elle a contribué à la création d'Expedia, un projet qui a transformé la manière dont les gens réservent leurs voyages. Les prix des vols en temps réel, les réservations en ligne et une interface conviviale en ont fait l'un des services de voyage numérique à la croissance la plus rapide de l'époque. En 1998, elle a généré 50 millions de dollars de réservations. En 2002, elle a généré plus de 590 millions de dollars de revenus et employé plus de 400 personnes. L'entreprise s'est développée plus rapidement que prévu et ses conseils ont joué un rôle central dans cette ascension. Au cours de ces mêmes années, elle a également dû faire face à la pression des batailles antitrust de Microsoft dans les années 1990. Le ministère de la Justice a enquêté sur l'entreprise pour pratiques monopolistiques et chaque division a ressenti le poids de la surveillance. Son équipe s'est concentrée sur la qualité du produit et l'expérience de l'utilisateur tout en relevant ses défis. Et Microsoft a maintenu sa position de leader des logiciels malgré les tensions juridiques constantes. Derrière tout ce travail, quelque chose de personnel se déroulait discrètement. En 1987, elle et Bill Gates ont commencé à se fréquenter, mais ils ont gardé leur relation secrète en raison des règles du travail. Ils ont passé 3 ans à construire un partenariat qui était à la fois personnel et intellectuel. Le janvier, 1994. Ils se sont mariés sur l'île de Lana à Hawaï lors d'une petite cérémonie avec seulement 20 invités. Elle s'est engagée dans ce mariage avec un sens aigu de l'égalité. Elle a négocié un contrat de mariage solide qui garantissait qu'elle serait une partenaire égale, et la confiance tranquille derrière ce choix a révélé la même indépendance que celle qu'elle portait depuis l'enfance. Melinda French est entrée chez Microsoft en 1987 en tant que jeune chef de produit qui aimait plus résoudre les problèmes que se faire remarquer. Elle a commencé par de petits projets, puis a rapidement évolué vers des projets plus importants, comme Microsoft, Bob Encarta et Word. En 1994, elle dirigeait un énorme groupe en tant que directrice générale des produits d'information, dirigeant plus de 1700 personnes et façonnant l'aspect grand public de Microsoft que des millions de familles utilisaient à la maison. Au cours de cette même période, elle a épousé Bill Gates, qui était déjà célèbre en tant que directeur général de Microsoft, mais à l'intérieur de l'entreprise, elle a gardé son badge, son bureau et sa charge de travail. Les personnes qui ont travaillé avec elle disent que ses promotions étaient obtenues dans des salles où personne ne se souciait de son nom de famille, mais seulement si le produit était livré et le travail accompli. Elle est restée dans cette cocotte minute pendant sa première grossesse, continuant à diriger des équipes et des produits alors que sa vie personnelle changeait.
À 1996, elle était 32 et se trouvait à la croisée des chemins. Elle pouvait continuer à grimper dans l'une des entreprises les plus compétitives au monde ou bien partir et élever ses enfants. Elle a choisi de partir. Cette décision a clos un chapitre de 9 ans au cours duquel elle a contribué à façonner la culture de Microsoft du côté des consommateurs et en a ouvert un autre très différent qui l'a lentement éloigné de la vie d'entreprise pour l'amener à la philanthropie. Juste avant son départ, elle a contribué à faire passer un dernier grand projet. En 1996, Melinda a joué un rôle de premier plan dans l'évolution d'Expedia, qui est passé d'une idée interne à une véritable entreprise. Richard Barton dirigeait l'équipe au quotidien depuis le campus de Microsoft à Redmond, mais Melinda était l'une des directrices de la stratégie, soutenant l'idée que les gens réserveraient un jour leur voyage en ligne. Microsoft a injecté de l'argent dans Expedia, puis l'a filialisé en 1999 en tant que société publique distincte, afin qu'elle puisse respirer par elle-même, recruter des talents avec des options d'achat d'actions et avancer plus rapidement. Des années plus tard, en 2025, Expedia Group atteignait une valeur de marché d'environ 3,9 milliards de dollars, avec un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars pour 2024 et plus de 10,9 milliards de dollars de réservations brutes. Le site de voyage qui a commencé comme un projet parallèle au sein de Microsoft est devenu un géant mondial, et les premiers paris de Melinda l'ont aidé à dépasser des rivaux comme Travelocity. Même si elle a réussi l'ère à l'intérieur de Microsoft, n'a jamais été facile. Melinda a décrit plus tard la culture comme bruyante, tranchante et compétitive d'une manière qui a souvent poussé les femmes à la limite. À un moment donné, au début de sa carrière, elle a failli démissionner parce que les réunions ressemblaient plus à des disputes qu'à des conversations. Pourtant, son style calme et ses compétences techniques lui ont permis de gravir les échelons. Au fil du temps, elle a commencé à encadrer discrètement des femmes, à recruter des talents et à donner l'exemple d'une manière de diriger plus douce et plus collaborative dans un lieu que de nombreux employés considéraient comme un environnement classique à prédominance masculine. Elle a également vu de l'intérieur comment les hommes puissants se comportaient au travail, y compris la tension précoce de Bill pour certaines collaboratrices. Cette tension l'a habitée pendant des années, alors qu'elle essayait d'aligner ses valeurs sur le monde dans lequel elle vivait chaque jour. Lorsqu'elle a quitté l'entreprise, en 1996, ses stock options avaient fait d'elle une femme très fortunée. Le cours de l'action Microsoft avait grimpé en flèche, et avant même la création d'une fondation officielle, Melinda avait les moyens de vivre comme elle l'entendait. Au lieu de se contenter d'accroître sa fortune personnelle, elle a commencé à transférer des actions vers un avenir différent. Au cours des années suivantes, elle et Bill ont transféré des milliards de dollars d'actions Microsoft vers ce qui allait devenir la fondation Bill et Melinda Gates. Au début des années 2000, le couple avait déjà fait don d'environ 20 milliards de dollars à la fondation, la transformant en la plus grande organisation philanthropique de son genre. Sa propre valeur nette s'élèverait toujours à des dizaines de milliards, autour de 4 milliards de dollars en 2025. Mais désormais, elle consacrait la majeure partie de son énergie à utiliser cet argent à des fins autres que le profit, notamment par l'intermédiaire d'une société qu'elle créa par la suite, Pivotal Ventures, qui se concentrait sur les femmes et les familles. L'histoire de la philanthropie n'a pas commencé par un grand élan, elle s'est développée par étapes. En 1994, ils ont créé la fondation William H. Gates, un effort familial modeste, au départ centré sur la santé et l'éducation. Il y a ensuite eu la Gates Library Foundation et la Gates Learning Foundation. En août 1999, ils ont fusionné toutes ces structures en une seule et même structure, et lui ont donné leurs deux noms. La Bill and Melinda Gates Foundation a été lancée avec une dotation d'environ 17 milliards à la fin de 1999, principalement sous la forme d'actions Microsoft. En janvier 2000, Bill a ajouté un autre milliard de dollars, portant la dotation à environ 23 milliards de dollars. Avec cette taille, la fondation était soudain assez importante pour remodeler des systèmes entiers et pas seulement des projets amusants et dispersés. Avant même que la plupart des gens ne soient en ligne, Melinda pensait déjà à ceux qui seraient laissés de côté. Au milieu des années 90, elle et Microsoft ont soutenu une initiative appelée Libraries Online.
Entre 1995 et 1997, ils ont donné environ 17 millions en logiciels et en soutien à environ 200 bibliothèques, mettant les ordinateurs et l'accès à l'Internet dans des espaces publics où tout le monde pouvait entrer et apprendre. Patty Stonesifer, qui a plus tard dirigé la fondation, a aidé à diriger ce travail. En 2000, plus de 10 000 bibliothèques aux États-Unis avaient reçu une forme de soutien. Pour de nombreuses familles étudiants et personnes âgées à faible revenu, ces machines constituaient leur première fenêtre sur le monde numérique et cette première impulsion a contribué à façonner la conviction de la Fondation selon laquelle l'accès à la technologie est une sorte d'infrastructure de base. À l'aube du nouveau siècle, la Fondation a élargi son champ d'action. Ils ont financé des bourses d'études pour les étudiants issus de minorités et soutenu les changements dans le domaine de l'éducation dans le nord-ouest du Pacifique, accordant plus de 100 millions de dollars de subventions rien que pour 1999. L'un des principaux dons a été un programme de bourse d'études de 6 millions de dollars à l'Université de Washington, en l'honneur de la mère de Bill Mary Gates. Ces chiffres étaient peu élevés par rapport à ce qui allait se produire par la suite, mais ils montraient une tendance. Melinda croyait en l'éducation comme levier et la Fondation a investi dans de nouveaux modèles d'enseignement, dans la formation des enseignants et dans des expériences visant à améliorer les écoles publiques pour les élèves qui avaient été laissés pour compte. Puis l'Afrique l'a changé. Lors d'un voyage à la fin des années 1990, Melinda a parcouru des cliniques et des villages dans des pays comme la Zambie et la Tanzanie et a vu ce que les statistiques ne pouvaient pas entièrement expliquer, des familles qui perdaient leurs enfants à cause du paludisme et d'autres maladies évitables, des mères qui marchaient pendant des heures pour obtenir des soins de base. Elle en est revenue convaincue que la santé mondiale devait être au cœur de leurs actions. Cette expérience a poussé la Fondation à financer de vastes campagnes de vaccination, des programmes de santé maternelle et de planning familial en particulier, dans les régions où la mortalité infantile était la plus élevée. En 2000, la Fondation avait déjà engagé des centaines de millions de dollars dans ses efforts. Et au fil du temps, ces décisions allaient permettre de sauver des millions de vies. Entre 2000 et 2015, la Fondation s'est transformée en une sorte d'empire. En commençant par l'ajout de 5 milliards de dollars en 1999 et plus de 6 millions de dollars en 2000, plus des injections ultérieures d'actions. En particulier la promesse de 30 milliards de dollars de Warren Buffett en 2006, la dotation a dépassé les 5 milliards de dollars en 2015, La Fondation a dépensé environ 3,8 milliards de dollars pour la santé, l'éducation et le développement dans le monde au cours de cette période. Melinda a coprésidé 5 grandes divisions et a contribué à orienter les partenariats avec les gouvernements et les autres donateurs. Dans le monde de la philanthropie, la façon dont ils ont fonctionné avec des mesures des rapports et une approche de type commercial a créé de nouvelles attentes en matière d'échelle et de transparence. L'un des exemples les plus clairs de leur impact a été la lutte contre la poliomyélite. En collaboration avec l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio, la Fondation a aidé à vacciner plus de 100 millions d'enfants au Pakistan, en Inde et dans d'autres pays entre 2000 et 2015, Au Pakistan, les cas annuels de polio ont diminué de plus de 90% entre 1994 et 2015, y compris une baisse de 80% en une seule année, passant de 306 cas en 2014 à 54 en 2015, En Inde, la polio a été déclarée éradiquée en 2094, La Fondation a investi des centaines de millions de dollars dans les vaccins, la surveillance et le travail de terrain qui a permis aux vaccinateurs de se rendre dans des régions reculées et des zones de conflit. Pour d'innombrables familles, cela signifiait que les enfants ne seraient plus jamais paralysés par une maladie qui semblait autrefois impossible à vaincre. Melinda a également placé la santé des femmes au cœur de son histoire. De 2009 à 2015, elle a soutenu des programmes de contraception en Afrique et en Asie pour plus d'1 milliard de dollars. Au Kenya, l'utilisation de la contraception chez les femmes mariées est passée d'environ 46% en 2009 à environ 58% en 2015, dépassant ainsi les objectifs du gouvernement. Grâce à l'Initiative pour la santé reproductive en milieu urbain
et à des projets similaires, la Fondation a contribué à élargir l'accès aux méthodes modernes dans les quartiers pauvres des villes, un changement qui, selon les chercheurs, a permis de réduire d'environ 80 millions le nombre de grossesses non désirées et de 111 000 le nombre de décès maternels dans toute l'Afrique. Parallèlement, Melinda s'est exprimée aux États-Unis sur les congés familiaux rémunérés et les politiques qui permettraient aux femmes de rester plus facilement sur le marché du travail sans sacrifier leur santé. Son travail n'est pas passé inaperçu. En 2016, elle et Bill ont reçu la médaille présidentielle de la liberté du président Barack Obama, la plus haute distinction civile des États-Unis, en reconnaissance des quelques 36 milliards de dollars de subventions qui ont été accordées depuis 2000. À la même époque, la France lui a décerné la Légion d'honneur pour sa contribution à la santé et au développement dans le monde. Ces médailles étaient symboliques, mais elles confirmaient quelque chose de réel. Une femme qui avait autrefois tranquillement expédié des logiciels depuis un bureau était désormais connue dans le monde entier comme l'une des figures les plus influentes de la philanthropie moderne. Parallèlement, Melinda construit quelque chose de distinct de la Fondation. En 2015, elle crée Pivotal Ventures, une société destinée à investir dans des idées et des organisations susceptibles d'accélérer les progrès pour les femmes et les jeunes filles. Pivotal soutient des projets dans les domaines de la politique de la santé mentale, des soins, de la sécurité économique et des femmes dans la technologie et les médias. En 2025, elle avait investi des centaines de millions de dollars dans plus de 150 organisations, y compris des startups comme Papa, qui mettent en relation des étudiants avec des adultes plus âgés, ayant besoin d'aide et de nombreux efforts visant à modifier la façon dont l'économie valorise le travail des femmes. Son idée directrice était simple: si davantage de femmes contrôlaient plus de ressources et de pouvoir, le monde changerait plus rapidement. Alors que son travail public prend de l'ampleur, sa vie privée se complique. Dans 2017, une femme qui travaillait dans un magasin de vélos appartenant en partie à une société liée à la famille Gates accuse Michael Larson, le gestionnaire de fonds de longue date de Bill, de harcèlement sexuel. Bill tente d'abord de résoudre l'affaire discrètement, mais Melinda fait pression pour qu'une enquête externe soit menée par un cabinet d'avocats indépendant. La femme a signé un règlement et un accord de non-divulgation, mais Melinda n'était pas satisfaite. Elle a insisté pour que l'on examine de plus près la culture de Cascade Investments, la société secrète qui gérait la fortune de Bill. Larson a nié tout acte répréhensible, mais l'épisode a ajouté de la tension à un mariage déjà tendu et a marqué un changement dans la façon dont Melinda a abordé les problèmes. Au lieu de les absorber discrètement, elle a demandé des comptes au public. Puis en 2019, le conseil d'administration de Microsoft a commencé à enquêter sur Bill. Une ingénieure a allégué qu'elle avait eu avec lui une longue relation qui avait commencé en 2000 alors qu'il était encore président du conseil d'administration. Le conseil d'administration a engagé des avocats externes et Microsoft a confirmé plus tard que Bill avait cherché à avoir une relation avec l'employé. Alors que Bill a déclaré avoir quitté le conseil d'administration en mars 2020 pour se concentrer sur la philanthropie des personnes proches de la situation, ont déclaré que l'enquête avait joué un rôle majeur dans cette décision. L'histoire a émergé au plus fort du mouvement MeToo et a ébranlé l'image publique de l'ingénieur prudent et discipliné. Cela a également aggravé la tempête émotionnelle dans la vie de Melinda, où le travail, le mariage et la réputation avaient toujours été étroitement liés. Une autre source de douleur était la relation de Bill avec Jeffrey Epstein. En septembre 2013, Melinda a accompagné Bill à la maison d'Epstein à New York. Le même jour, ils ont reçu un prix du service public à l'Hôtel Pierre. Elle a déclaré plus tard que cette visite l'avait rendue malade. Elle a décrit Epstein comme le mal personnifié et a regretté d'avoir franchi sa porte. Lorsqu'elle a appris que Bill avait continué à rencontrer Epstein après cela, elle est devenue furieuse et lui a dit clairement que cette relation était un point sensible. Bill admettra plus tard que rencontrer Epstein était une énorme erreur, mais à ce moment-là, son association avec un délinquant sexuel condamné était déjà devenue une fissure majeure dans leur mariage et une source majeure de peur et de colère pour Melinda. Pendant que tout cela se déroulait, elle a essayé de continuer à se concentrer sur son travail. En avril 2019, elle a publié son livre « Moment of Lift », qui racontait des histoires de ses voyages et défendait avec force l'idée que l'élévation des femmes était le moyen le plus rapide d'élever les familles et les sociétés. En apparence, le livre se présentait comme un appel confiant à l'égalité.
En coulisses, elle faisait face à la panique, à des cauchemars, et au sentiment que la vie qu'elle avait construite autour de son mari n'était plus stable. L'écriture du livre l'a obligée à revisiter des souvenirs douloureux, à savoir qu'elle était l'une des rares femmes dans des espaces réservés aux hommes, et à se confronter à la part d'elle-même qu'elle avait mise de côté pour soutenir Bill et la fondation. Plus tard dans l'année, lors d'un voyage au Nouveau-Mexique, la pression est finalement retombée. Ses amis disent que Melinda a fait ce qui ressemblait à un cauchemar pendant qu'elle était éveillée, une sorte d'effondrement qui montrait à quel point le mal était profond. À son retour du Nouveau-Mexique, fin 2019, elle entame de sérieuses négociations en vue d'un divorce. Bill et elle se séparent discrètement, pendant que les avocats et les conseillers travaillent en coulisses. L'affaire ne sera rendue publique qu'en mai 2020 mais à partir de ce moment-là, elle sait que le mariage prend fin. L'annonce publique de mai 2021 a stupéfié le monde entier. Après 27 ans de mariage et 3 enfants, Bill et Melinda Gates ont déclaré que leur relation était irrémédiablement brisée. Des rapports ont ensuite révélé qu'elle avait déjà consulté des avocats spécialisés dans le divorce en octobre 2019, Après que d'autres histoires concernant les rencontres de Bill avec Epstein ont fait surface, le règlement est devenu l'un des plus importants de l'histoire. Melinda aurait reçu des actifs d'une valeur d'environ 66 milliards de dollars, ce qui place la séparation parmi les divorces les plus coûteux jamais enregistrés. En août 2021, le divorce a été finalisé. Peu après, Melinda s'est engagée à verser 1 milliard de dollars sur 2 ans pour la santé et l'émancipation des femmes, indiquant qu'elle utiliserait son indépendance et sa richesse pour défendre encore plus vigoureusement les causes qui lui tiennent à cœur. Dans les interviews, Melinda a commencé à parler plus ouvertement du coût émotionnel de son mariage. Elle a évoqué les infidélités de Bill, notamment sa liaison avec une employée de Microsoft qui a déclenché l'enquête du conseil d'administration et la façon dont ces trahisons ont alimenté des crises de panique et des cauchemars. Elle a raconté avoir perdu le sens de son identité pendant plus de 10 ans, alors qu'elle se tenait aux côtés de l'un des hommes les plus puissants du monde et qu'elle assumait les responsabilités de la fondation. Une thérapie l'a aidée à reconstruire lentement son identité et à réagir à ce qui s'était passé sans trahir ses propres valeurs. Son honnêteté a trouvé un écho chez de nombreuses femmes qui ont vu leur propre histoire à une échelle plus réduite. Selon elle, Epstein était resté la goutte d'eau qui a fait déborder le vase dans l'esprit de beaucoup de gens. Melinda a répété dans des interviews ultérieures que sa présence dans leur vie avait été un tournant. Elle avait prévenu Bill très tôt, et lorsqu'il a continué à rencontrer Epstein, même après la mort du financier dans 2019, cela lui a fait comprendre qu'il ne partageait pas les mêmes limites ou le même jugement. Elle ne pouvait pas accepter qu'il soit associé à un agresseur connu. Après le divorce, Bill a publiquement qualifié la relation avec Epstein d'erreur de jugement substantielle, tandis que Melinda s'est davantage concentrée sur le soutien aux victimes et sur le plaidoyer en faveur de la responsabilisation. En mai 2024, une autre rupture est devenue officielle. Melinda s'est retirée de la fondation Gates, laissant Bill en assurer seule la présidence. Pendant plus de 20 ans, elle a contribué à construire et à guider l'institution qui portait leurs 2 noms. Aujourd'hui, elle s'éloigne de cette plateforme commune pour se concentrer pleinement sur sa propre voie. Elle a promis de consacrer au moins 1 milliard de dollars sur 2 ans à des projets axés sur les femmes et les jeunes filles, et a déclaré que son départ de la fondation lui permettrait d'aligner son temps et ses ressources plus directement sur sa mission personnelle. Son départ a soulevé des questions sur l'avenir de la fondation et a également mis en évidence le fait que peu de femmes avaient jamais détenu un tel pouvoir dans la philanthropie mondiale. Après le divorce, Melinda a commencé à donner de petits aperçus de sa nouvelle vie. Elle a parlé d'une relation très heureuse et d'un sentiment de paix. Elle a investi davantage dans des entreprises clés, a soutenu de nouvelles initiatives et est revenue sans cesse au même thème central. Lorsque les femmes ont du pouvoir, les familles, les communautés et les économies en profitent toutes. Son histoire est devenue moins celle de l'épouse d'un fondateur célèbre que celle d'une femme qui s'est reconstruite après une tempête publique et privée. Au milieu des années 2020, sa situation financière est restée énorme, avec une valeur nette estimée à près de 15,2 milliards de dollars. Une grande partie de cette somme a été consacrée directement ou indirectement à la résolution de problèmes profonds qui affectent les femmes et les jeunes filles. Elle a investi des centaines de millions dans plus de 150 organisations
qu'il s'agisse d'entreprises technologiques ou financières, de projets médiatiques ou d'efforts politiques visant à accroître la représentation des femmes et à modifier les politiques de soins. Son argent est également présent dans des endroits plus spécifiques de la carte. Au Pakistan, par exemple, la Fondation Gates a contribué au financement d'un prêt concessionnel de 55 millions d'euros en décembre 2023, qui comprenait un rachat de capital de 20 millions d'euros par la Fondation pour soutenir les institutions nationales de santé et l'initiative d'éradication de la polio au Pakistan. Cet argent a permis de renforcer les efforts de vaccination, de rémunérer et de former des agents de santé féminins et de faire progresser les systèmes de suivi des maladies. Il a également inspiré des programmes locaux qui ont utilisé son modèle d'investissement dans des projets centrés sur les femmes, y compris des services de fintech pour les femmes qui souhaitaient avoir un meilleur contrôle sur leurs finances. En 2025, la voix de Melinda devient encore plus personnelle. En avril de la même année, elle publie des mémoires intitulées « The Next Day », dans lesquelles elle revient sur ses années d'université, son entrée dans la technologie, son passage chez Microsoft, la maternité, la perte d'une amie proche et le long démantèlement de son mariage. Elle a écrit clairement que le divorce était nécessaire parce que l'honnêteté et la confiance étaient rompues. Elle a décrit l'intimité comme impossible lorsque la malhonnêteté est au cœur d'une relation. Elle a parlé de crise de panique et de cauchemar, et de la façon dont la thérapie lui a appris à répondre à la trahison sans se trahir elle-même. Elle a également révélé que la séparation s'est déroulée en secret pendant plus d'1 an, avant que le monde ne soit au courant de quoi que ce soit. À peu près au même moment, elle a participé à l'émission The Late Show with Stephen Colbert et s'est adressée directement à des millions de téléspectateurs. Dans cette interview d'avril 2025, elle a déclaré qu'elle avait dû quitter le mariage parce qu'il n'y avait pas assez d'honnêteté pour maintenir une véritable confiance. Elle a expliqué comment la thérapie l'avait aidée à conserver son intégrité et a confirmé qu'elle vivait aujourd'hui une relation assez formidable. En la regardant parler, les gens ont vu une femme qui avait vécu dans l'un des partenariats les plus en vue au monde et qui s'en était ensuite éloignée pour se définir selon ses propres termes.